Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle divagation. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'alchimie. Alors, l'alchimie, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, c'est une discipline spécifique qui est très ancienne, hein, qui allie une dimension chimique liée aux matériaux, liée à la matière, à une dimension spirituelle, l'idée d'être connecté à un univers qui est plus vaste que soi et qui répond à des règles spécifiques. La partie la plus connue de l'alchimie, c'est ce qu'on appelle le grand œuvre. C'est la transmutation, du plomb en or. Vous connaissez peut-être, cela. Les alchimistes cherchent ce qu'on appelle la pierre philosophale. C'est une matière qui est capable, à partir d'un élément, toxique et vil comme le plomb, de faire une transmutation pour obtenir un matériau, quelque chose qui va être précieux, comme de l'or, et qui va être inaltérable. Sur le plan de la santé, il y a aussi une alchimie liée à cette pierre philosophale qui est considérée comme une panacée universelle, c'est-à-dire un remède universel à tous les maux qui procure à celui qui la possède, à son heureux propriétaire, l'immortalité ainsi qu'une santé parfaite. Donc, cette pierre philosophale légendaire, qui, si vous la possédez, vous apporte santé, longue vie et richesse, encore mieux que l'euro-million finalement. Et ben c'est ce que recherchent les alchimistes. Alors, il est en tout cas connu que certains alchimistes ont réussi à obtenir cette pierre philosophale. Je pense à Nicolas Flamel, pardon, qui est un alchimiste qui a écrit sur le sujet et qui, de par son histoire, laisse à penser qu'il aurait découvert cette pierre philosophale. Mais je laisse cela peut-être pour une autre divagation. Ce qui m'intéresse dans l'alchimie particulièrement, et dans ce grand œuvre, c'est qu'elle est constituée de 3 grandes étapes. Les alchimistes leur ont donné un nom. La première étape, c'est l'œuvre au noir, ce qu'on appelle la nigredo. L'idée, c'est de confronter la matière à ses parts d'ombre, à ses aspects mauvais. Sur un plan spirituel, c'est l'idée de se confronter justement à ses peurs, à ce qui est refoulé en soi, à ses illusions, à ses traumatismes. L'idée de cette phase, de cette œuvre au noir, c'est de détruire l'ancien pour pouvoir construire sur du nouveau. Donc c'est une phase qui est assez désagréable et qui s'approche du chaos. L'objectif, c'est de pouvoir dissoudre dans les étapes suivantes ce dont on ne veut plus. La deuxième étape de l'alchimie, c'est l'œuvre au blanc. Ils appellent ça, les alchimistes, l'albedo. C'est l'étape de la purification, comme un espèce de lavage et de blanchiment de la matière qui, sur le plan spirituel, se traduirait par l'idée de clarifier sa pensée, de soumettre ses perturbations mentales, ses élucubrations mentales, d'arriver dans une maîtrise émotionnelle pour arriver à la paix intérieure, à une clarté de pensée et à une vision plus précise de soi et du monde. Et après cette œuvre au blanc, après cet albedo, arrive l'œuvre au rouge, qui est appelée la rubedo. C'est l'atteinte de la sagesse. Finalement, la conjonction des paradoxes en soi. L'idée d'intégrer les opposés, d'intégrer de manière transmutée ce qui est négatif et ce qui est positif. Euh, donc c'est l'idée de la connaissance de soi et de la sagesse. Cette étape, elle mène à l'or en alchimie des matériaux, mais sur un plan spirituel, elle mène à la sagesse et à la complétude. Donc évidemment, je suis pas un alchimiste, hein, et donc s'il y en a qui m'écoutent, bah, j'espère qu'ils me pardonneront évidemment mes probables impairs dans les explications et sûrement un manque de précision. L'idée pour moi, c'était de balayer ça, ces trois étapes, ces trois œuvres qui constituent le grand œuvre, parce que je voudrais faire un parallèle tout à l'heure avec un phénomène psychologique. Mais juste avant, je voudrais, voilà, comme une petite incise, vous dire qu'il y a des liens entre notre science moderne et l'alchimie. Déjà dans le terme, on entend alchimie, on voit bien qu'il y a un lien avec notre chimie actuelle. Et il y a des alchimistes célèbres comme de grands scientifiques aussi. Donc par exemple, on a Isaac Newton, hein, qui est le père de la physique moderne, de la gravitation. Vous savez, c'est cet homme qui, selon la légende, était sous un pommier, une pomme lui tombe sur la tête et il a l'idée géniale de
cette gravitation universelle. Donc je ne sais pas si cette histoire elle est réelle ou si elle est purement légendaire, purement imaginaire, mais en tout cas Isaac Newton a passé une grande partie de sa vie à faire cette recherche de la pierre philosophale. En même temps que c'était un grand scientifique. Vous avez Robert Boyle, alors qui est moins connu, mais c'est le père de la chimie moderne, était lui aussi un alchimiste acharné. Donc, beaucoup de grands scientifiques sur lesquels notre science actuelle est basée étaient des alchimistes. Voilà, c'était une petite incise, histoire de vous dire qu'il y a un lien entre l'alchimie, qui a une dimension très spirituelle, avec notre science moderne. Je vous parlais juste avant d'un concept psychologique qui me renvoie directement dans cette alchimie, une alchimie spirituelle, c'est le concept de croissance post-traumatique. Alors, c'est un concept psychologique qui a été mis en avant, mis en exergue par des psychologues, dont Richard Tedeschi et Lawrence Calhoun, au milieu des années 90. Donc, ce sont deux psychologues américains qui sont professeurs à l'université de Caroline du Nord à Charlotte aux États-Unis. Et à travers leur travail, ces deux psychologues ont voulu théoriser un phénomène évidemment qui est abordé par l'alchimie, mais qui est connu dans de nombreuses traditions religieuses et spirituelles, à savoir que des événements de vie graves et douloureux, dramatiques, peuvent amener à des transformations, à des conséquences positives. Pour ces deux psychologues, lorsque des événements de vie difficiles se produisent dans la vie d'une personne, bah, cette dernière va être confrontée à sa propre mort, à ses propres peurs et au fait qu'elle est pas immortelle et donc à sa survie. C'est l'œuvre au noir. Elle va voir ses croyances et ses certitudes sur le monde, sur elle-même, ses valeurs, ses objectifs, son identité complètement bousculée. Et ça va amener à une restructuration. Ce serait l'œuvre au blanc. La personne va devoir mobiliser ses ressources internes pour se reconstruire et ne pas sombrer et pas rester dans cette phase de chaos. Et de cette reconstruction, de cette œuvre au blanc, de cet albédo, va naître dans nombre de cas des évolutions incroyables. Et une personne qui va être plus que résiliente, c'est-à-dire qu'elle va pas revenir à son état initial. Vous savez, la résilience, ça vient de la physique des matériaux, qui décrit le fait que quand on tord un matériau, sa résilience va être d'autant plus grande s'il est capable de reprendre sa forme initiale. Donc les matériaux à grande résilience sont capables, après un choc, de reprendre leur forme. Et ben dans la croissance post-traumatique, non seulement il va y avoir une reprise de forme, mais la forme va s'agrandir, va se renforcer, va s'améliorer. Et donc c'est cette rubédo de l'alchimie, l'œuvre rouge, qui amène à l'or intérieur. Et donc je pense pour ma part que la croissance post-traumatique, elle est inhérente au vivant dans son ensemble, et je vais vous en parler. Ça me renvoie aussi au fameux adage qui vient de Nietzsche, hein, le philosophe, dans son œuvre Le crépuscule des idoles, Le crépuscule des idoles, pardon, qui date de 1888, et qui est une phrase qu'on connaît qui dit: tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Et je crois que dans cette croissance post-traumatique, il y a cette idée que le chaos que ça va amener peut amener à des fortifications. D'ailleurs, il m'arrive de jardiner un peu, rarement, mais voilà, de creuser un petit peu la terre comme ça. Et les jardiniers le savent bien, ils savent bien que dans certaines circonstances, il est bon, plutôt que d'essayer de rattraper une plante qui serait en train de peiner, de couper certaines branches ou certaines pousses d'une plante pour lui permettre de se renforcer et ainsi de créer des racines plus profondes et plus grosses, qui va créer un meilleur ancrage. Finalement, de stresser ces plantes pour qu'elles se développent. Un peu à l'image vous avez peut-être déjà vu une branche d'un arbre coupée, et ben vous voyez que de l'endroit où la branche a été coupée, plusieurs autres branches vont repartir. C'est pas juste la branche qui va repousser, c'est plusieurs branches. Donc l'arbre va se renforcer heu du fait qu'il ait été coupé. Et c'est pareil pour toutes les plantes, quand elles sont stressées, elles vont renforcer leurs racines, elles vont renforcer leurs branches, qui leur permettra de capter plus de nutriments et d'être plus fortes. Et donc en biologie, on a ce phénomène, et il porte d'ailleurs un nom, c'est ce qu'on appelle, en termes de biologie, de physiologie, l'hormèse. L'hormèse, c'est un phénomène assez fascinant, qui est décrit comme le fait qu'une faible dose d'un agent stressant
ou potentiellement, nocif, peut paradoxalement avoir un effet bénéfique sur un organisme. Alors que, évidemment, si on met un stress trop grand, l'organisme va faiblir. Et l'hormèse vient de cette idée que, se confronter à des petits stress qui ne nous tuent pas, va nous renforcer. Hormèse, ça vient du grec hormesis qui signifie, stimulation ou excitation et c'est un pharmacologue allemand, Hugo Schultz, qui a remarqué, que de faibles doses de poison pouvaient stimuler la croissance de levures, dans des boîtes de pétri, alors qu'une dose plus importante allait les tuer. Et donc l'hormèse repose sur l'idée que l'exposition contrôlée et modérée à un stress va déclencher des réponses adaptatives de l'organisme. Et l'humain dispose intrinsèquement, pour moi, de cette force de croissance post-traumatique et de cette hormèse. D'ailleurs, on sait que des pratiques comme l'exposition au froid, l'exposition au chaud, comme des jeûnes intermittents ou un peu plus grands, vont, s'ils sont réalisés dans de bonnes conditions et s'ils ne sont pas trop forts d'un coup, vont permettre à l'organisme de se favoriser. Et je vais vous parler maintenant, d'êtres humains et de personnes qui pour moi symbolisent ou représentent, ce phénomène d'hormèse poussé à son extrême et de croissance post-traumatique. Le premier cas, c'est celui de Philippe Croizon qui est né en 68, c'est un Français. Il est issu d'une famille modeste et il commence sa vie, d'adulte et professionnel en tant qu'ouvrier métallurgiste. Et puis en 1994, il a un accident alors qu'il est en train de bricoler une antenne de télévision. Il est électrocuté par une ligne électrique par un concours de circonstances, cet accident va entraîner l'amputation de ses 4 membres. Donc voilà, c'est quelqu'un de valide et puis à un moment, il se retrouve avec ses 4 membres, ses 2 bras et ses 2 jambes, amputés. Et donc évidemment, il va traverser des phases très compliquées de déni, de dépression. Il y a une vraie souffrance qui est là. Il va même, penser à y vouloir mettre fin à ses jours. Et en même temps que c'est là, alors qu'il est encore sur son lit d'hôpital, en rééducation, il va avoir, un reportage à la télévision sur une nageuse qui traverse la Manche et à ce moment précis, sans trop savoir pourquoi, ni, c'est difficile à expliquer depuis un point de vue extérieur et même pour lui intérieurement, il va avoir un déclic et il va se fixer un objectif complètement fou au moment, et se dire que lui aussi va traverser la Manche, malgré son lourd handicap et du coup, ça va commencer à le porter. Vous voyez que, l'accident va générer beaucoup de transformations et il va retrouver dans la phase d'œuvre au blanc, de purification, un sens nouveau et ça va l'amener dans la rubédo, l'œuvre au rouge, qui va arriver à l'or intérieur, à cette capacité à partir de quelque chose qui est négatif, de le transformer en positif. Et ce Philippe Croizon va enchaîner les records, puisqu'en 2010, il va parvenir à traverser la Manche, et il va devenir le premier amputé des 4 membres à traverser la Manche à la nage, le 18 septembre 2010, en 13h26 minutes exactement. Et puis il va continuer à être porté par ça, comme quelque chose qui va le constituer. En 2012, il va relier les 5 continents à la nage. En 2013, il bat un record de plongée pour un amputé avec une profondeur de 34,5 mètres de profondeur. Et puis, il va aussi participer à des rallyes avec ses fils, des rallyes automobiles comme le Dakar ou le rallye du Maroc. Et donc, Philippe Croizon, il va, à partir d'une difficulté, vivre une vie complètement incroyable, qui va devenir une source d'inspiration. Il va il est toujours vivant, il fait des conférences, il intervient à la télévision, toujours pour parler du dépassement de soi, de cette forme de croissance post-traumatique. Donc c'est un exemple particulièrement inspirant dont je vous invite à aller creuser sur sa vie. Le deuxième exemple dont je voulais vous parler, c'est celui de Viktor Emil Frankl. Viktor Frankl, le docteur Frankl, un neurologue, psychiatre et autrichien qui a vécu de 1905 à 1997. Donc c'est un psychiatre qui, avant la Seconde Guerre mondiale, va se spécialiser dans le traitement des patients suicidaires et il va mettre en place des centres pour les jeunes à Vienne.
pour la réduction et la prévention des suicides chez les adolescents. Et il va développer une approche thérapeutique qu'il appelle la logothérapie, qu'on considère comme enfin qui est appelée la troisième école de Vienne de psychothérapie, après Freud, voilà, qui est connu tout de même, et puis Alfred Adler qui a créé ce qu'on appelle la psychologie individuelle. Le terme logothérapie vient du grec logos qui signifie le sens ou la signification. Et la thérapie, bah, c'est l'idée de prendre en charge le soin. Et donc son principe central de cette logothérapie du docteur Frankl, c'est que la principale motivation de l'être humain, c'est pas la recherche du plaisir, c'est pas la volonté de puissance, mais c'est la recherche d'un sens. Et c'est vrai que le cerveau cherche en permanence à trouver un sens. Euh, le docteur Frankl voit arriver la Seconde Guerre mondiale et la particularité, c'est qu'il est juif. Et donc, en 1942, il va se retrouver avec toute sa famille, avec sa femme, et ses enfants, son frère, déportés dans les camps de concentration. Il va passer du temps à Auschwitz, au camp de Kaufering 3, à Turkheim, et il va perdre toute sa famille, et lui-même passer des années extrêmement difficiles. Et malgré ces souffrances justement qui sont inimaginables, hein, je suis incapable de vous les décrire, euh, il va survivre dans ces camps de concentration et ça va l'amener à un processus intérieur qui va renforcer l'idée de sa théorie, selon laquelle la recherche du sens est cruciale pour la résilience et la survie des humains, et donc pour la croissance post-traumatique. Et il va faire un constat incroyable, il va observer que les survivants n'étaient pas nécessairement les plus forts physiquement, mais ceux qui parvenaient à maintenir un sens à leur existence, ceux qui parvenaient à maintenir un but ou une raison de vivre. Et une fois la libération en 45, Frankl va retourner directement avec un sens encore plus renforcé dans sa thérapie. Il va écrire plusieurs ouvrages, dont un qui dit, enfin intitulé Un psychologue fait l'expérience du camp de concentration, qui est un best-seller. Et il va mener une carrière universitaire brillante. Il va être nommé chef du service de neurologie à Vienne, qui va occuper pendant 25 ans. Il a donné des conférences dans le monde entier. Il a obtenu 29 doctorats honorifiques. Donc c'est incroyable, cet homme qui va vivre l'enfer et ressortir avec de l'or, littéralement, qu'il va partager avec les autres. Il va se remarier et puis voilà, mener son existence avec cette logothérapie. Et donc, avec ces deux exemples de Philippe Croison et de Viktor Frankl, qui sont deux personnes complètement différentes, vivant à des époques différentes, et qui nous renvoient dans cette capacité de l'être humain à croître malgré les traumatismes. Alors, nos deux psychologues dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, Tedeschi et Kaloun, qui ont théorisé ça, ils ont regardé ce qui se passait pour les personnes qui parvenaient à cette croissance post-traumatique. Et ils vont tout d'abord constater que la souffrance va coexister avec la croissance. Et c'est ça la vie qui nous habite, c'est qu'elle est capable de faire se côtoyer ce qui est difficile avec des forces, avec des capacités. Et ils vont regarder que Tedeschi et Kaloun, que le développement post-traumatique peut se mesurer de 5 manières, en tout cas sur 5 dimensions. La première dimension, c'est que les personnes qui ont survécu et qui ont dépassé, qui ont eu de la croissance après des événements difficiles, ont une plus grande appréciation de la vie. Et tout se passe comme si l'expérience de leur traumatisme et de leur survie engendrait chez ces personnes une poussée à développer une conscience accrue de la vie et de ce qu'elle représente. Donc souvent, elles veulent ressentir beaucoup plus de gratitude par rapport à la vie de tous les jours, par rapport aux petites choses, par rapport au simple fait d'être en vie. Ce qui va amener une intensité renouvelée et une meilleure capacité aussi à apprécier le présent. La deuxième dimension, c'est le sentiment d'être plus fort et résistante, puisque évidemment la personne qui souffre doit déployer des ressources intérieures puissantes pour s'en sortir et créer quelque chose de supérieur. Et donc elle va prendre conscience des armes qu'elle possède, des capacités, se sentir plus forte, ce qui va améliorer son endurance par rapport aux difficultés à venir de la vie. Elles vont aussi avoir plus grande conscience, une plus grande lucidité par rapport à leurs limites.
par rapport à leur vulnérabilité et ne pas se mettre d'œillères par rapport à ça. Finalement, elles vont avoir réalisé cette œuvre noire, la Nigredo dont je parlais, et d'avoir pris conscience de ce qui, peut-être pouvait être des limitations ou des difficultés. La troisième dimension, repérée par Tedeschi et Calhoun, c'est l'ouverture à de nouvelles perspectives de vie. Comme une branche d'un arbre, que l'on coupe, et ben, vous allez voir, comme je l'évoquais tout à l'heure, plusieurs petites branches, apparaître depuis la tige blessée. Et donc on va voir souvent, pour ces personnes, l'émergence de nouveaux buts comme, tout à l'heure, Philippe Croison qui a un nouveau but, traverser la Manche, voilà, et après établir des records. Pour, Frankl, on va avoir, un but qui va s'étoffer et donc l'expérience traumatique, elle va inviter à réévaluer ses priorités, ses valeurs et donc ses objectifs de vie. Et souvent les individus vont, découvrir de nouveaux chemins, voir de nouveaux intérêts, de nouvelles vocations qu'elles n'ont pas envisagées auparavant. Et donc on peut avoir des changements, importants, hein, dans la carrière, dans l'engagement, dans des projets, dans des causes humanitaires, l voilà, quelque chose qui va, s'étoffer, se renforcer. La quatrième dimension, ce sont les changements spirituels. Une ouverture des personnes à une plus grande spiritualité. Alors la spiritualité, c'est tout ce qui relève à l'esprit, hein, c'est pas forcément la religion. La spiritualité, en tout cas développer une spiritualité, c'est développer le sentiment que l'on est connecté à plus grand que soi, ce qu'on appelle en psychologie une dimension transpersonnelle. Donc ça peut prendre une forme religieuse, une forme philosophique, et finalement c'est un intérêt plus grand pour ces personnes au questionnement qui concerne le sens de la vie, ce qu'on appelle les questions métaphysiques, qui sont au-delà de la physique. Cela arrive aussi parce que le traumatisme va ébranler souvent les croyances fondamentales d'une personne sur le monde, sur son fonctionnement, sur la vie, et les personnes vont souvent être en recherche d'une quête plus profonde, d'une plus grande spiritualité. Les personnes doivent finalement trouver un nouveau sens à leur existence. Et puis la cinquième dimension, c'est une relation aux autres et aux proches qui prend plus de consistance. Ça ne veut pas dire que les personnes vont avoir plus d'amis après un traumatisme, mais elles vont avoir une relation aux autres qui va être plus riche. Le relationnel va prendre une valeur plus importante. Les valeurs humanistes notamment, et puis on va avoir une espèce de culture de proximité avec les amis, avec la famille, plus de compassion, plus de gentillesse, plus, d'acceptation de ce qui se passe pour les autres, ce qui va aussi ouvrir sur plus de soutien. Et donc voilà ce que j'avais envie de vous dire sur ces 2 éléments, dans cette divagation, en partant de l'alchimie qui nous décrit un processus, l'œuvre au noir, avec le fait de faire face à ses difficultés, à ses parts d'ombre, à ses peurs, l'œuvre au blanc, l'albédo, qui consiste à purifier, à clarifier et donc à mettre en place, enfin aller chercher des ressources pour mettre en place de nouvelles choses et puis, la rubedo, l'œuvre rouge, qui est la création de l'or intérieur. La croissance post-traumatique nous dit voilà ce qui se passe pour les personnes qui ont réussi avec ces 5 dimensions que je vous rappelle. Une plus grande appréciation de la vie, un sentiment d'être plus fort et plus résistant, l'ouverture à de nouvelles perspectives de vie, un nouveau sens de vie, des changements spirituels et une plus grande conscience d'être connecté à plus grand que soi et une relation aux autres qui est, plus proche, et qui est reconnue comme étant plus précieuse. Finalement, cela amène à une plus grande connaissance de soi et du monde. Et j'ai envie de conclure par 2 choses, en me posant cette question et en vous la posant à vous. Est-ce qu'il y a besoin, d'attendre ces chocs de vie pour croître? Et finalement, est-ce que vous pouvez pas déjà, vous comme moi d'ailleurs, est-ce qu'on peut pas déjà, travailler, cultiver, ses capacités? Et donc j'ai envie de vous donner ces quelques conseils, de ne pas attendre de vivre un choc pour réaliser cette alchimie, personnelle, pour toujours reconnaître vos peurs, vos ombres intérieures sans crainte, toujours cultiver le sens de votre vie, vous poser des questions importantes sur, à quoi sert votre vie? Quel est son sens? Qu'est-ce que
au dernier jour de votre vie, de quoi vous serez fier, de quoi vous voulez être fier. Entraînez votre capacité à augmenter votre appréciation de la vie, que ce soit par rapport au fait d'être en vie, par rapport à ce que vous vivez au quotidien, par rapport à vos relations. Reconnaissez aussi vos forces et vos compétences. C'est pas se faire les chevilles qui gonflent, comme on dit, c'est simplement être lucide par rapport à ses forces, ses compétences, pour les utiliser, pour les développer, le tout dans des projets qui vous tiennent à cœur et qui ont du sens, qui donnent du sens à votre vie. Et je pense qu'on est tous en mesure, toutes et tous en mesure de développer ça. Et enfin, n'hésitez pas à explorer la spiritualité, et au fait de vous questionner sur le sens de la vie, en vous connectant à plus grand que vous, que ce soit pour vous la nature, que ce soit pour vous votre famille, le genre humain, Dieu, quelle que soit la manière dont vous l'appelez, l'univers, ce que vous voulez, ce qui peut donner un sens supérieur à votre vie, car c'est le sens, ce qui est cher à notre docteur Frankl, c'est le sens qui donne la force et qui donne la capacité de dépasser, l'endurance de dépasser, et qui donne aussi la capacité de développer, de cultiver cette croissance intérieure. Je vais terminer avec 2 citations. La première, elle est de Michel Rosenthal, qui est une spécialiste très respectée, en matière de récupération post-traumatique. Elle est, conférencière, auteure, et elle aide les personnes voilà, à dépasser, ces événements difficiles. Il faut savoir qu'à l'âge de 13 ans, en 1981, elle a subi, cette Michel Rosenthal, une grave réaction allergique à un antibiotique qui a créé des brûlures sur tout le corps. Ça a été une vraie difficulté pour elle, et bah, elle s'est intéressée à partir de là à cette croissance post-traumatique. Et elle nous dit cette phrase: «Le trauma crée un changement que vous ne choisissez pas, et la guérison consiste à créer un changement que vous choisissez». C'est cette alchimie personnelle et cette croissance post-traumatique. Et enfin, une dernière, citation qu'on attribue à Catherine McKennett, qui nous dit: «Les montagnes ne se lèvent pas sans tremblement de terre». Évidemment, les tremblements de terre sont des événements destructeurs et chaotiques, mais à l'échelle géologique, sur une grande échelle de temps, des millions et des millions d'années, on voit et on sait que ce sont des forces motrices derrière la formation de majestueuses chaînes de montagnes. Les tremblements de terre de nos vies, de la même manière, les traumatismes, les pertes, les défis écrasants, sont des catalyseurs qui nous poussent et qui nous forcent à grandir, à nous élever et à révéler une force que nous ne savions même pas posséder. Alors, je vous invite à envisager, les difficultés sous cet angle de la croissance post-traumatique, à cultiver, les 5 dimensions, de Kaloun, à réaliser, et de Tedeschi, de réaliser cette alchimie personnelle. Voilà, j'en arrive au terme de cette divagation. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous donne évidemment rendez-vous dans une prochaine balade, psychologique, une prochaine balade, sur différents sujets, et je vous souhaite le meilleur.